masculin, c'est vrai qu'on avait souvent tendance à laisser un petit peu l'homme de côté. Du moment qu'on avait des spermatozoïdes, on se disait on pourra toujours faire une FIV, il faut quelques spermatos. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir les choses un peu différemment. C'est important d'essayer d'identifier les causes parce qu'il y a des traitements et puis les résultats de ces traitements sont variables en fonction des causes. Et de dire qu'on a un spermatozoïde et ça va aller, ce n'est pas une bonne pratique, on va dire. Donc, l'intérêt de la prise en charge de l'homme, c'est d'essayer d'identifier s'il y a des causes qui sont modifiables et si on peut obtenir une réversibilité du problème masculin. Ça peut être le cas en cas de varicocèle. La varicocèle, c'est une dilatation des veines du testicule, souvent à gauche, qui va augmenter la chaleur locale et puis générer des anomalies au niveau des spermatozoïdes. Ça peut être opéré, ça peut être embolisé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a des causes obstructives rares, hein, les kystes prostatiques, qui vont boucher l'arrivée des canaux éjaculateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut guérir. Après, il y a les hommes qui ont fait une vasectomie. On n'en voit pas beaucoup en France parce que ce n'était pas très développé, mais on commence à en faire pas mal. Donc, un jour, ça va venir. Et puis, qui regrettent. Là, aujourd'hui, il y a des opérations pour remettre en circuit le système qui aboutissent la plupart du temps à des spermatozoïdes dans l'éjaculat et donc la possibilité de concevoir naturellement. Et puis, il y a des hommes qui sont exposés pour des raisons professionnelles ou autres à des toxiques, à de la chaleur, hein, les pizzaiolos, les cuisiniers, qui ont les testicules à 50 degrés toute la journée. Bah, ces gens-là, on peut essayer de les améliorer. Alors, l'objectif, parfois, c'est d'améliorer suffisamment pour permettre une grossesse naturelle, ça peut être le cas. Hein, et puis, quelquefois, ça va être d'améliorer le spermogramme pour permettre un meilleur résultat en FIV. Et ça doit être quelque chose qui est systématique, même si, de temps en temps, il faut prendre un peu de temps pour le faire. Il y a des traitements hormonaux, il y a des traitements médicamenteux aussi dans de rares cas qui peuvent être utilisés, le traitement des infections, il y a des hommes qui ont des infections qui peuvent altérer leur fertilité, donc ça, il ne faut pas passer à côté de ça. Et puis, je vais juste prendre 5 minutes pour parler un peu des compléments alimentaires qu'on dit antioxydants, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à peu près 80% des hommes qui passent voir un gynécologue, voir un urologue, ont une prescription de suppléments alimentaires antioxydants quand ils ont des spermatozoïdes, comme j'ai dit, pas top, hein, pareil, quand ils n'en ont pas du tout. Hein. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de données très solides pour dire que ça sert à quelque chose si c'est prescrit de façon isolée. C'est facile à prescrire, c'est pas toxique en général, quoique, mais si c'est prescrit de façon isolée, l'intérêt de ces compléments alimentaires antioxydants, on peut en espérer une petite dizaine de pourcents d'amélioration, pas plus. Donc ça doit s'intégrer dans une prise en charge globale de ces hommes qui ont des spermatozoïdes pas parfaits, qui vont passer par revoir leur régime, revoir ce qu'ils mangent, comment ils le mangent, revoir l'activité physique, éliminer les toxiques, le tabac, le cannabis, et puis bien sûr l'exposition à la chaleur, etc., refaire de l'activité physique. Et à ce moment-là, on peut effectivement avoir un intérêt à utiliser ces suppléments qui aident en fait les spermatozoïdes, qui sont des petites cellules fragiles, à lutter contre les agressions qu'ils subissent toute la journée. Donc là, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a les hommes qui n'ont pas du tout de spermatozoïdes. Hein. C'est appelé l'azoospermie. Ces hommes-là, comme le disait Dr. Berish, c'est soit que les spermatozoïdes sont produits mais ne peuvent pas sortir, soit que les spermatozoïdes ne sont pas produits parce que le testicule ne sait pas faire, hein, pour différentes raisons. Donc, s'il y a des spermatozoïdes qui sont produits, à ce moment-là, dans la grande majorité des cas, on va réussir à aller les chercher au minimum, voire à réparer la voie d'excrétion des spermatozoïdes. Et là, on va obtenir une grossesse à peu près dans tous les cas, soit en FIV, soit, si on a de la chance, naturellement. Et puis, il y a les gens qui ont des testicules qui ne font pas de spermatozoïdes pour des raisons, la plupart du temps, qui sont génétiques ou qu'on ne comprend pas, mais qui peuvent être génétiques aussi si on ne les comprend pas. Et à ce moment-là, on va faire une opération qu'on appelle en français une biopsie testiculaire qui va permettre d'extraire des spermatozoïdes chirurgicalement de la pulpe testiculaire ou des petits canaux qui sortent du testicule, et puis on va les congeler ou les utiliser frais pour pouvoir faire une grossesse, une fois qu'on aura bien sûr bien cadré le bilan, notamment génétique, de ces gens. Voilà à peu près les solutions. Après, les solutions, les résultats en FIV, c'est à peu près les mêmes que ce que
ce qu'on vous a dit. Ah oui, sur les résultats, on peut rebondir parce que vous m'avez dit que je n'avais pas répondu. C'est vrai, et parce que c'est fonction de l'âge. Je peux vous donner le taux moyen de l'agence de biomédecine. En FIV comme en ICSI, c'est 20% d'accouchement par tentative. Mais très honnêtement, ça ne veut strictement rien dire. Parce que si vous avez 40 ans, ce sera plutôt 10%. Si vous êtes à 42 ans, en fin de ce qui est possible en France, puisqu'on n'a plus le droit de faire des FIV après 43 ans ou de l'ICSI, vous êtes à même pas 5% d'accouchement. Alors, 2 fois plus de grossesse, mais il y a des fausses couches. Et à l'inverse, si vous êtes une femme jeune de 30 ans, votre taux d'accouchement va dépasser les 30%. C'est pour ça que le taux moyen, bien sûr qu'on peut le donner, c'est 20%, mais, et 10% pour les inséminations. Mais ça ne veut rien dire, un taux moyen. C'est vraiment en fonction de l'âge. Et ce qui est important probablement de dire à tout le monde, c'est si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que malheureusement, vous êtes déjà concerné et on ne peut plus rien faire sur l'âge. Mais il faut en parler. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Il faudrait que les couples, les femmes, les hommes, sachent qu'il faut être pris en charge le plus rapidement possible. Il ne faut pas faire confiance à la nature. La nature, c'est pas une amie tout le temps. Bonne dame nature, non, je suis pas d'accord avec cette expression. En caricaturant, moi je dis souvent, la nature, c'est la maladie, la mort et la souffrance. J'exagère volontairement, j'en ai conscience. Mais ce que je veux dire par là, c'est plus vous attendez, moins il va y avoir de chances d'avoir des grossesses. Il y a une étude de Zhang, une étude australienne, qui a bien montré qu'on diminue de 15% par an le taux de succès quand on attend un an après 35 ans, et c'est 15% par année. Donc vraiment, il faut le dire autour de vous. Si vous voulez un enfant, bah, consultez rapidement. On l'a dit tout à l'heure, à 12 mois si vous avez moins de 35 ans, à 6 mois si vous avez plus de 35 ans. Les Américains disent même de suite si vous avez 40 ans. Ce n'est pas dans les recommandations du collège. Et bien qu'en étant la présidente, je le dis, moi je le regrette. Je pense qu'il faudrait le dire à 40 ans, quand on commence à vouloir un enfant à 40 ans, il faut consulter tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de bons cycles qui restent, c'est maintenant qu'il faut les prendre.